En manchette, le président du BAP, Philippe Bourque, ne souhaite pas s'avancer sur GNL Québec. La pêcheuse sous-marine Valentine Thomas témoigne de l'empreinte écologique de l'homme dans l'océan. Et les propriétaires de maisons patrimoniales du secteur Arvida auront accès à une matériothèque. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce web journal du mercredi 19 février. Le programme de soutien à la recherche-création de la MRC du Fjord du Saguenay, en partenariat avec le Conseil des arts de Saguenay, reconnaîtra à la hauteur de 7 000 $ chacun 2 projets artistiques pour l'édition 2020. Ce programme de soutien pour le perfectionnement, la professionnalisation et le rayonnement des arts et des artistes fait suite à la demande des gens du milieu artistique qui ont exprimé le souhait d'accéder à certains programmes du Conseil des arts du Saguenay. Le groupe Facebook pour GNL Québec compte actuellement 33 000 membres. Tout en félicitant les créateurs du groupe Facebook pour leur succès, la porte-parole de l'initiative Je crois à ma région, Karine Trudel, accorde un oui conditionnel aux promoteurs car ils devront se soumettre aux analyses des organismes environnementaux comme le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le président du BAP, Philippe Bourque, n'a pas voulu s'avancer sur les questions touchant GNL Québec, et ce, malgré les tentatives répétées d'obtenir des réponses de la part des journalistes. Invité au cercle de presse du Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin, M. Bourque a préféré se limiter à expliquer le rôle du BAP dans le dossier. Michael Leblanc, quel était le but de la présence de M. Bourque si ce n'était pour discuter de GNL Québec? Eh bien, Jérôme, M. Bourque s'est présenté surtout avec le but d'expliquer aux personnes présentes qu'est-ce que c'était que le BAP en fait. Il voulait expliquer surtout les différentes fonctions de son organisation, notamment que leur but est de donner des conseils et qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir décisionnel sur les projets comme GNL Québec. Il a aussi tenu à répéter à maintes reprises que le BAP est une organisation impartiale et qui ne dépend pas nécessairement du pouvoir politique. Et quelle était sa réaction face aux questions à propos de GNL Québec? Eh bien, les journalistes ont tenté à plusieurs reprises, en effet, d'obtenir des réponses à propos du dossier de GNL Québec. Malgré tout, M. Bourque a préféré ne pas s'avancer sur le sujet. Il a répété bien souvent que le dossier de GNL serait du ressort de la commission qui sera organisée par le BAP plus tard cette année et que ce n'est aucunement de son ressort et qu'il ne voulait pas donner son opinion là-dessus. Quels sujets ont été touchés lors de l'événement? Eh bien, les journalistes ont amené la question de la légitimité du BAP, en fait, surtout par rapport au fait que le gouvernement Legault s'est prononcé plusieurs fois en faveur du projet GNL Québec. Alors, les journalistes se demandaient, est-ce que le BAP a vraiment une raison d'être dans un dossier comme celui de GNL Québec, puisque, au final, c'est le gouvernement qui prend sa décision. Encore une fois, M. Bourque a préféré répondre que le BAP donnait des conseils et qu'il n'avait bien sûr aucun pouvoir décisionnel. Aussi, le sujet des audiences a été abordé par rapport au fait de la population qui allait se présenter. Les journalistes se demandaient si ça allait dégénérer, comme on peut le voir parfois dans d'autres regroupements, mais M. Bourque a précisé que par le passé, tout s'était toujours bien passé en termes des audiences du BAP dans la région et qu'il ne devrait pas y avoir de problème encore une fois. Michael, dis-moi, est-ce que les dates de la commission sur GNL Québec ont été annoncées rapidement, s'il te plaît? Eh bien, malheureusement, non. Il n'y a toujours pas de date et elles seront communiquées dès que le BAP les aura. Merci, Michael. Ça me fait plaisir. Plus de 800 jeunes du primaire ont été conviés au Delta Saguenay pour le petit-déj organisé par le Club optimiste de Jonquière. Avec ce déjeuner copieux, l'organisme à but non lucratif voulait souligner l'importance du petit déjeuner chez les jeunes enfants. Un reportage de Samuel Duchesne. Œufs, saucisses, patates et fruits, le tout offert gratuitement à plus de 800 élèves des écoles primaires Saint-Jean-Baptiste, Marguerite-Bellé et Sainte-Marie-Médiatrice, 3 écoles de l'arrondissement de Jonquière. C'est l'édition la plus volumineuse, alors vous êtes une tabarnouche de belle grosse gang ce matin, alors c'est plaisant de vous voir, alors je peux vous féliciter d'être tous présents. Avec cet événement, le Club optimiste souhaite offrir une activité aux jeunes
mais aussi souligner l'importance du petit déjeuner, comme l'explique l'organisateur de l'Opti Déjeuner et directeur culturel du Club optimiste de Jonquière, Yannick Gauthier. Bien, le but, c'est de s'assurer que tous les jeunes ont un bon déjeuner le matin, à la base. OK? On choisit pas des écoles en particulier. On y va dans notre communauté ici à Jonquière. Mais ce qu'on veut, c'est qu'au moins on sache que ce matin-là, tous les jeunes ont pu faire un déjeuner ensemble dans le plaisir et dans l'harmonie. Les jeunes pouvaient aussi compter sur la troupe d'amusement Les Fous du Roi pour les divertir et les éblouir avec des prouesses de cirque. J'adore ça. T'adores ça? Oui. Est-ce que vous avez du plaisir aujourd'hui? Oui! Depuis 2 ans, l'événement se tient au Delta Saguenay. Un partenaire incroyable, selon M. Gauthier. Bien évidemment, ça ne serait pas possible de faire ça sans le Delta Saguenay. Parce que le Delta Saguenay nous reçoit gratuitement ce matin. OK? Il fournit les œufs, fournit les saucisses aussi gratuitement. Nous fournit ses employés pour préparer ça. Yannick Gauthier affirme déjà que tant qu'il sera en poste, le petit déjeuner sera de retour année après année, toujours avec l'objectif de toucher le plus de jeunes possible. Samuel Duchesne, ATM Nouvelles, Saguenay. Chaque année, le nombre d'étudiants immigrants au Cégep de Jonquière augmente significativement. Une équipe du Cégep est chargée du recrutement et de l'encadrement de ces étudiants. Marie-Pierre Lebrun s'est entretenue cet après-midi avec la responsable du recrutement international du Cégep de Jonquière, Nathalie Hood. Un présumé... Alors, bonjour, Madame Hood. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi le processus derrière la venue des étudiants internationaux ici au Cégep? C'est un processus qui est quand même relativement laborieux. Donc, bien sûr, il faut, dans un premier temps, que l'étudiant soit admis, donc fasse une demande d'admission auprès de notre service régional. Et ensuite, lorsque le verdict est positif, bien, on doit l'accompagner dans toutes les démarches administratives pour venir ici. Donc, certificat d'acceptation du Québec, permis d'études, permis de travail. Donc, je vous avoue qu'avant que l'élève arrive ici, c'est un bon 6 mois là, de démarches que le jeune doit faire. Là. Ça peut quand même être très long, hein? Oui, parce qu'on a de plus en plus d'étudiants internationaux au Canada, au Québec. Donc, ça s'est alourdi, là, les démarches se sont alourdies au cours des dernières années. Puis aussi, une première année d'études ici au Québec, ça doit avoir un coût relié à tout ça. Là. Combien ça peut coûter pour venir ici, justement? Ça va dépendre de la provenance du pays, de provenance de l'étudiant. Donc, pour la France, on a la chance d'avoir l'entente France-Québec, qui fait que c'est la gratuité scolaire. Un étudiant va payer que des frais afférents, comme un Québécois, là, de 350 $. Donc, c'est très, très attractif. Pour des étudiants qui n'ont pas le passeport français, ça peut être très cher. Donc, ça peut varier pour une année, ça peut varier entre 16 et 20 000 $, juste en termes de frais de scolarité. L'étudiant, il n'a pas vécu encore. Ouais. Puis vous, quel est votre rôle ici au Cégep? C'est d'amener de ces jeunes-là à faire le choix de venir étudier à Jonquière. Donc, mon rôle, bien sûr, il est lié aussi à l'information scolaire. Mais entre octobre et février, il y a beaucoup de déplacements là, outre-mer pour aller dans des écoles, dans des lycées, des salons aussi dédiés à l'orientation. Et on a des partenaires aussi qui viennent nous voir ici, nous rencontrer, donc des chefs d'établissement de la France. Donc, on leur fait découvrir aussi toutes nos filières d'études. Là. Puis vous, est-ce que vous vous déplacez là-bas pour aller recruter des étudiants? Oui, tout à fait. Donc, entre octobre là, et novembre, il y a beaucoup de déplacements là, de ma part. Là. Oui. Puis, ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, j'ai une formation de conseillère d'orientation, donc j'ai pratiqué l'orientation un bon bout. Mais maintenant, au recrutement à l'international, ça fait au moins 6-7 ans là, que je travaille là, sur ces dossiers-là. Puis les étudiants, bien que ce ne soit pas seulement un nombre, ils sont combien approximativement ici au Cégep de Jonquière? Écoutez, je vous dirais que sur les 3 ans, approximativement, on est entre 350 et 380 à peu près. Donc, pour un cégep de région, là, on est très, très bon. Là, oui. On est dans la région, je pense qu'on est le cégep qui recrutons le plus.
OK. Puis dans les dernières années, est-ce que vous avez noté une croissance ou une décroissance au niveau du taux d'admission des immigrants, en fait? Une grande croissance là, au niveau du nombre de demandes d'admission, donc le nombre de dossiers qui nous sont acheminés, là, une croissance qui est vraiment notable. Là. Oui. Puis tout à l'heure, vous avez parlé des immigrants de la France. Outre la France, est-ce qu'il y a d'autres provenances? C'est sûr que la France métropolitaine, elle est vraiment très, très présente. Il y a les Français outre-mer aussi, des territoires outre-mer comme la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. L'Afrique de l'Ouest aussi est quand même présente avec quelques Mexicains aussi qui viennent faire, eux, plus des projets là, de mobilité. Là. C'est notre clientèle cible. Là. Puis pourquoi ils sont attirés vers le cégep de Jonquière? Qu'est-ce qui les attire ici? Bien, écoutez, on a quand même, au niveau de la France, on a quand même une carte de programme là, qui est très intéressante, qui est très variée. On a une école des com, on a des programmes du côté des techniques physiques, du côté des techniques humaines, donc c'est très varié. Je pense qu'on a aussi une vie sur le campus qui est très dynamique aussi, une vie étudiante là, qui fait l'envie de plusieurs cégeps. Donc, on encadre bien nos étudiants aussi. Donc, c'est des choses qui se sait. Donc, à ce moment-là, c'est les premiers qui sont les plus difficiles à aller chercher. Après ça, bien, les étudiants français qui ont été heureux ici, bien, c'est nos bons ambassadeurs aussi. Donc, on s'en sert. Oui. Puis, il y a beaucoup d'activités, là, des activités sportives, des spectacles. Il y a même le Casé Show. Est-ce que c'est apprécié des élèves? Ça aussi, c'est très attractif. Mon collègue Jean-François Villeneuve, qui est plus, lui, au niveau de l'intégration sociale des étudiants internationaux, fait un super de beau boulot. Donc, on leur offre beaucoup d'activités, beaucoup de spectacles, des sorties aussi à l'extérieur du cégep, tant au plan régional, provincial, que même du côté des États-Unis aussi. Donc, ça, les étudiants aiment ça beaucoup. Pouvez-vous nous glisser un peu rapidement, qu'est-ce que c'est le Casé Show? Le Casé Show, écoute, ça regroupe des étudiants qui ont toutes sortes de talents, puis ça peut être des Québécois aussi. C'est pas juste des internationaux. Donc, on va les amener à faire peut-être un tour de chant, un tour de danse, mais c'est vraiment un beau temps pour rassembler tous nos étudiants talentueux dans une forme d'art. Et on a des belles surprises, parce que chaque année, là, on découvre vraiment des talents, puis on se dit, mon Dieu, je ne savais pas que cette personne-là avait tel talent. Donc, c'est un spectacle? Oui, c'est un spectacle avec différents volets, là. Oui. Bien, merci beaucoup, Mme Hood. Ça me fait plaisir. Alors, je m'entretenais avec la chargée au recrutement international du cégep de Jonquière, Nathalie Hood. Un présumé meurtrier de Saguenay, Carl-Emmanuel Villeneuve, a été déclaré inapte à subir son procès pour une troisième fois depuis le début des procédures. Villeneuve est accusé du meurtre prémédité d'Alexandre Larouche, qui avait été retrouvé mort dans la maison de sa mère sur la rue Johanna le 29 juillet 2018. Les procédures devraient être suspendues jusqu'en 2022, à moins que l'accusé ne se rétablisse préalablement. Les propriétaires de maisons patrimoniales du secteur Arvida auront maintenant accès à un tout nouvel outil afin d'effectuer leur intervention architecturale sans complication. La Métériothèque, une maquette en bois à l'image d'une maison patrimoniale traditionnelle, est accessible depuis ce matin à la bibliothèque d'Arvida. Elle offre toutes les informations requises aux propriétaires et entrepreneurs pour la restauration des logis de ce secteur. Un reportage de Pierrick Pichette. C'est unanime chez les instigateurs du projet. Cette maquette sera d'une utilité sans précédent pour régler la problématique constatée en ce qui a trait à la restauration des maisons patrimoniales. Sur 10 dossiers qui étaient déposés, 9 dossiers sur 10, on se grattait la tête et on se disait « Colin, ça va être difficile parce que les gens ne comprenaient pas, il y avait beaucoup de méconnaissances. Sur 10 dossiers maintenant, il y a 9 dossiers qui sont normaux. Les gens ont bien compris, ont bien accepté. Bien que cette maquette représente une bonne partie de la solution, le comité ne souhaite pas s'arrêter là et aimerait développer d'autres outils dans les prochains mois pour guider les propriétaires. Ça va se déployer en plusieurs outils. Ça, c'est la première portion 3D. Éventuellement, il pourra y avoir le développement d'autres outils 3D, mais pour l'instant, là, on va passer à la phase 2D, c'est-à-dire le développement, par exemple, de fiches techniques. Carl Dufour croit d'ailleurs que développer de tels outils a un impact considérable sur sa mission de redorer l'image d'Arvida auprès de ses citoyens. Tu peux le voir aujourd'hui quand tu circules dans Arvida,
Le nom Arvida est souvent affiché, les panneaux d'entrée de rue dans le quartier, nos gros panneaux bleus qui avaient disparu lors de la fusion sont revenus. Puis je pense que les gens sont fiers de ça. En plus de l'ouverture de la matériothèque, une panoplie d'autres activités se tiennent cette semaine à Saguenay afin de souligner la richesse patrimoniale de la ville. Au cours des prochaines semaines, la matériothèque fera son nid ici même à la bibliothèque d'Arvida. Par la suite, elle fera un arrêt au pavillon sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi dans le cadre de l'Expo Habitat pour ensuite se promener à travers les bibliothèques de Saguenay selon des dates qui restent encore à déterminer. Pierre Pichette, ATM Nouvelles, Saguenay. La pêcheuse sous-marine professionnelle Valentine Thomas a témoigné de l'empreinte écologique de l'homme dans l'océan et l'importance de trouver un équilibre dans notre alimentation. Ces thèmes ont été abordés lors de sa conférence présentée à Saguenay. La chasseuse était invitée par l'entreprise Morel Québec afin de conscientiser la population. Le reportage d'Ariane Bélan. La pêcheuse sous-marine Valentine Thomas était de passage à Chicoutimi pour présenter une conférence abordant notamment la pêche éco-responsable. Elle en a profité pour informer la population à propos de la fraude dans l'étiquetage des poissons. Selon une enquête menée par l'organisme Oceana Canada entre 2017 et 2019, 47 % des produits étaient identifiés de façon trompeuse. Quand j'ai commencé la pêche, c'est là que j'ai commencé à me conscientiser sur ce qui se passait dans nos océans. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. Puis quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que il n'y avait pas d'information, il n'y a personne qui en parlait ou que l'information qui était disponible était hyper biaisée. Donc, c'est un peu devenu ma mission de vie, en fait, réussir à donner de l'information aux gens. C'est surtout pour éduquer les gens qui étaient sur place, pour pouvoir leur expliquer c'est quoi les principes de la durabilité alimentaire. C'est actuellement ce qu'on essaie de promouvoir avec la cueillette sauvage, avec les champignons, parce que que ce soit dans les poissons, dans les fruits et légumes, on vit les mêmes problématiques de surproduction, surconsommation. La plongeuse sous-marine a d'ailleurs déposé récemment une pétition réclamant une meilleure identification des fruits de mer dans les épiceries à l'Assemblée nationale du Québec. Celle-ci a recueilli 350 signatures qu'elle attribue à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Je me considère pas du tout comme une influenceuse parce que d'un, je déteste le terme influenceur. Aussi, je fais rarement de la promotion de marques ou de produits à moins que ça me tienne extrêmement à cœur. Donc, c'est pas du tout du marketing ce que je fais. C'est vraiment une mission que j'ai de partager de l'information sur les pêches commerciales pour changer les habitudes de consommation. Non seulement la conférence traite de la durabilité des produits de la mer, mais aussi de l'anxiété et l'intimidation vécue par la plongeuse lors du passé. Un peu tout, en fait. Je raconte mon histoire, je raconte ce qui me tient à cœur, je raconte pourquoi ça me tient à cœur, et puis j'essaie de rechercher, à travers mon histoire, c'est peu importe ce que toi qui va te toucher comme personne. Valentine Thomas passe présentement son premier hiver au Québec en 10 ans. Elle travaille sur de nombreux projets, dont le développement d'une application sur la pêche responsable. Ariane Bélan, ATM Nouvelles, Saguenay. Une dizaine d'ex-employés du zoo de Falardeau accusent le propriétaire Daniel Gagnon de cruauté envers les animaux. Des signalements à la protection de la faune et 2 plaintes à la Sûreté du Québec ont été effectuées au cours des dernières semaines. 7 personnes qui ont voulu garder l'anonymat ont raconté leur expérience au journal Le Quotidien. De son côté, le propriétaire du zoo nie les accusations. C'est ce matin que le nouveau pavillon de l'écomobilité de la STS a été mis en service. Cet établissement qui constitue la nouvelle entrée ouest de l'UQAC offre une multitude de services. Un café et un dépanneur sont entre autres offerts aux étudiants de l'université ainsi qu'aux utilisateurs du nouveau corridor d'écomobilité. Avec ce nouveau pavillon, la directrice des communications et des relations publiques à l'UQAC, Marie-Caroline Laflamme, espère donner une image plus accueillante à l'université. Nous l'écoutons à l'instant à ce sujet. C'était de démontrer à la population qu'il est possible de prendre le transport en commun, d'arrêter aussi en chemin pour pouvoir prendre un café, pour pouvoir aussi comprendre ce que c'est l'UQAC et enlever un petit peu l'aura qui est autour de notre institution qui fait peur aux gens, c'est-à-dire que c'est un lieu d'intellectuels, on dirait qu'on ne peut pas y aller. Alors qu'au contraire, ce qu'on souhaite, c'est que monsieur, madame, tout le monde, et pas seulement nos étudiants et la communauté universitaire, accèdent à nos lieux. Le festival Regard étend ses présentations à l'ensemble des arrondissements de Saguenay pour sa 24e édition. Le Vieux Théâtre de la Baie accueillera la programmation du concours 100% Région le 12 mars en soirée. Ma collègue Marie-Michelle Bourassa s'est entretenue avec la directrice de la programmation, Mélissa Bouchard. Bonjour, Mélissa Bouchard. Donc, pourquoi avoir décidé de vraiment d'étendre les représentations dans tous les arrondissements de Saguenay?
Bien, dans les dernières années, c'était un beau problème, mais on refusait vraiment beaucoup de gens à chaque séance, à chaque soir, même dans les grandes salles de 800 places. Donc, pour développer le public, pour satisfaire aussi chacune des municipalités de la ville de Saguenay, on a décidé d'essayer d'ouvrir, entre autres, à l'Abbé, puis d'ouvrir toujours à chaque soir nos 2 grandes salles à Jonquière et à Chicoutimi. Puis à l'Abbé, comment est-ce que ça va se dérouler? Ben, on y va comme une soirée. On est en mode séduction, donc on y va avec des valeurs sûres. Donc, on va leur offrir la compétition 1, qui est le lancement de la compétition, avec tous des incontournables de l'année, donc des films vraiment forts. Puis on va leur présenter aussi le programme 100% région, qu'on pense qu'il va y avoir des affinités au niveau des films, entre le public et les films. Puis est-ce que c'était peut-être une demande des citoyens de l'Abbé? Oui et non, mais tu sais, on le sait que c'est pas un réflexe non plus pour les gens de la baie de se déplacer toujours à Chicoutimi et à Jonquière. Fait que pour leur donner le goût de se déplacer les autres jours, on a décidé d'y aller nous-mêmes chez eux pour la première fois. Puis là, le volet 100% Saguenay se nomme maintenant 100% région. Pourquoi avoir étendu ça dans toutes les régions du Québec? Ben, c'est un peu l'évolution naturelle, là. Ça faisait peut-être une dizaine d'années qu'on faisait vraiment le focus sur les cinéastes d'ici. Il y a un sentiment aussi d'urgence qui se fait sentir dans les dernières années, un genre de coalition entre les régions qui demande un peu d'attention aux subventionneurs, aux diffuseurs et tout. Fait que c'est un peu en soutien pour tous les cinéastes et tous les diffuseurs de région. Puis là, vous avez reçu 1450 films en tout. Comment avoir sélectionné 197 films au final? Écoute, on a reçu 1450 films, mais comme je disais, on en voit facilement le double, là, parce que ça, c'est les films qui sont soumis. Fait qu'on a des processus de tri, on regarde tout, on y va au coup de cœur, on met des films de côté, tous ceux qu'on aime, on les met de côté. Finalement, au bout du compte, on ramasse tout ça, puis on a peut-être 400 ou 500 films qu'on a retenus. Puis après, bien, on fait des matchs, on essaie de trouver des thématiques complémentaires et tout ça pour qu'il n'y ait pas de répétition non plus, puis qu'il y ait de la variété. Donc, on y va par processus d'élimination après. Ça va être aussi simple que justement des thématiques récurrentes ou des films qui ont un peu le même style ou la même signature ou la même ambiance, le même rythme. Fait qu'on va essayer d'y aller vraiment éclectique. Puis là, vous en recevez, mais vous allez en chercher aussi, si je comprends bien. Oui, vraiment. C'est une des grosses parties du travail, là, c'est d'aller chercher les films qu'on n'a pas reçus, d'aller cogner aux portes des distributeurs pour leur dire « Regardez, on a un beau festival, on a fait une super belle compétition avec des beaux prix. Ça vaudrait la peine que vous nous envoyiez vos films. » Fait que c'est un travail de démarchage qu'on fait depuis plusieurs années. Et puis, dans les volets compétition, comment vous faites pour sélectionner les gagnants? Bien, les gagnants, c'est un jury. Donc, c'est un jury qu'on invite. Il y a un jury de 5 personnes, dont cette année, il y a Micheline Nancto comme la grande dame du cinéma québécois. Il y a Myriam Verreau, qui est une réalisatrice dont on a beaucoup entendu parler cette année, super inspirante. Donc, il y a 5 professionnels, en fait, qui décident des gagnants. Puis, est-ce qu'ils ont des critères de sélection? Bien, les critères sont plus rattachés au prix. Donc, comme pour le Grand Prix, les 2 Grands Prix, il faut que ce soit absolument des premières mondiales ou internationales. Mais sinon, bien, c'est de la délibération. Donc, au moment de la délibération, pour chaque prix, chacun va donner ses 5 coups de cœur. Puis après ça, bien, avec les films qui se recoupent, bon, ils vont délibérer là-dessus, puis ils vont essayer de s'entendre sur un gagnant par prix. Et puis cette année, il va y avoir une marche lors du grand rassemblement. Qu'est-ce que ça symbolise? Bien, ça symbolise un peu notre prise de position dans toute cette vague verte, je dirais. Puis, tu sais, on n'a pas envie d'en faire une manifestation, mais on a envie juste de dire, OK, nous autres aussi, on est conscients de ça. On a envie de prolonger le mouvement aussi, tu sais, parce qu'un peu comme MeToo, des fois, il y a comme un gros momentum, puis après ça, on n'entend plus parler, puis les gens continuent leur petite vie comme si de rien n'était. Fait que nous autres, on a envie de dire, OK, gars, c'est passé ça. On veut pas que ça s'arrête là, on veut que ça continue, puis on veut mobiliser le plus de monde juste pour dire que ça nous tient à cœur aussi. Donc, c'est important pour vous de montrer votre position comme ça? Vraiment, vraiment. Puis c'est à travers ces thématiques-là, puis c'est à travers la programmation qu'on peut s'exprimer aussi en tant qu'artiste puis en tant que festival, là. Donc, Puis rapidement, est-ce que vous avez des coups de cœur dans les films qui vous ont été soumis pour le festival? Bien, j'ai beaucoup de coups de cœur. Tu sais, j'ai 197 coups de cœur à la base, là, mais tu sais, je pourrais te parler certainement comme des incontournables de l'année. Il y a le film La distance entre le ciel et nous qui a gagné la Palme d'Or, qui est vraiment un film tout simplement magnifique, vraiment à pas manquer. Le film Je ne finirai en prison, qui va être présenté à l'ouverture le jeudi. Une valeur sûre aussi. Il y a des super bons films à chaque programme, que ce soit la compétition ou les thématiques.
ça vaut vraiment la peine d'être curieux puis de venir jeter un coup d'œil. Bien, merci beaucoup. Merci. Donc, je m'entretenais avec la directrice de la programmation du Festival Regard, Mélissa Bouchard. Je vous rappelle que ce festival se déroulera du 11 au 15 mars à Saguenay. Et maintenant, on va poser un regard sur la scène internationale avec mon collègue Édouard Sanger. Et oui, Jérôme, selon le journal Le Globe and Mail à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau travaille pour régler le blocus ferroviaire. Malgré les critiques des conservateurs, notamment le chef Andrew Scheer, qui qualifie les manifestants de groupes d'activistes radicaux et illégaux, M. Trudeau a commencé des discussions avec les chefs de la nation Wet'suwet'en. La nation amérindienne manifeste contre le gazoduc Coastal GasLink, empêchant le transport ferroviaire pour la marchandise essentielle. Du côté des États-Unis, le Washington Post annonce que le candidat démocrate Michael Bloomberg participera ce soir au débat télévisé qui aura lieu à Las Vegas, au Nevada. Accusé par ses rivaux d'avoir acheté sa place aux primaires grâce à sa fortune, il est troisième dans les sondages nationaux de Real Clear Politics. Selon une enquête, il devance de 15% l'ancien vice-président Joe Biden. Il devra affronter ses rivaux ce soir pour remporter la majorité de délégués et affronter le président Donald Trump le 3 novembre prochain. De plus, le Daily Morning News rapporte qu'en Chine, le coronavirus a fait un bilan de 2004 morts. Avec une faible hausse de 1700 cas de contamination, le pays est maintenant à 74 200 personnes affectées. Selon une étude chinoise, le taux de mortalité est de 0,2%, mais augmente avec l'âge. Jusqu'à présent, 5 décès ont été confirmés dans le monde, dont aux Philippines, à Hong Kong, au Japon, à Taïwan et en France. Et à la une du quotidien mexicain El País, c'est plus de 900 000 personnes en Syrie qui ont fui les bombardements dans la province d'Idlib. C'est le plus grand exode du pays depuis le début de la révolution syrienne datant de 9 ans. Appuyée par les forces russes, l'armée syrienne progresse pour prendre le contrôle de la ville d'Idlib détenue par les rebelles. Et pour terminer sur une note joyeuse, la présentatrice Lee Sun-joon est la première femme qui présente et livre la nouvelle télévisée en Corée du Sud. Une source d'inspiration pour les jeunes femmes journalistes du pays dans un métier majoritairement masculin. Voilà, de retour à vous, Jérôme. Tenu pour la première fois à Saguenay en fin de semaine, le défi de hockey scolaire cadet et juvénile de Division 1 a été couronné de succès. Le tournoi s'est tellement bien déroulé que la RSEQ a demandé à l'organisation locale si elle souhaitait accueillir à nouveau l'événement l'an prochain. Alexandre Brière, le responsable du programme hockey des Mustangs de l'Odyssée, Dominique Racine, Marc Coudé trace un bilan positif de l'événement et souhaite recevoir le tournoi en 2021. En effet, Jérôme, toute l'organisation est très fière du déroulement du tournoi. Comme vous l'avez dit, le RSEQ a vraiment adoré ce qu'il a vu à Chicoutimi pendant tout le week-end et a même demandé à l'organisation des Mustangs s'ils étaient prêts à accueillir le tournoi dès 2021. Bien sûr, M. Coudé était bien heureux de cette nouvelle-là. Par contre, il reste quelques détails à peaufiner. Il aimerait profiter des mêmes conditions favorables que lors de l'édition 2020. Par exemple, la Ville avait accordé gratuitement le temps de glace des 4 arénas qui ont servi au tournoi et cette entente sera à renégocier si le comité veut avoir le défi en 2021. On l'écoute là-dessus. C'est sûr qu'étant donné qu'on l'a présenté, ça a été un succès. Ils vont nous avantager un peu là-dessus. Puis c'est pas toutes les écoles non plus là, qui lèvent la main pour ces événements-là parce que c'est quand même beaucoup de travail. Alexandre, quelles ont été les retombées économiques pour la région? Bien, côté hébergement, vous comprendrez que ça a été très occupé, considérant qu'il y avait 46 équipes au tournoi, donc on parle d'environ 950 joueurs, plus le personnel entraîneur, plus les parents, ça faisait énormément de monde en même temps au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, tous les hôtels à Chicoutimi étaient complètement réservés. Ça s'est même étendu jusqu'à Alma pour l'hébergement. Côté restauration, vous comprendrez également que ça a été plutôt compliqué. Donc, que de bonnes nouvelles, en fait, pour les commerçants, mais essayer de réserver des places pour toute une équipe de hockey le vendredi soir et le samedi soir, ça a été assez compliqué, là. Quant à la compétition elle-même, faites-nous un résumé des événements. Bien, en fait, tout le déroulement a été très, très bien selon la RSEQ. Il n'y a eu que 2 infractions majeures qui ont mené à des suspensions, alors que lors de l'édition précédente, il y en avait eu une dizaine. M. Coudé, d'ailleurs, souligne le bon travail des officiels. Il n'y a eu presque aucun commentaire négatif sur l'arbitrage, mais puisque les joueurs représentent l'image de leur école secondaire, les entraîneurs ont été très pointus, en fait, que les joueurs respectent un bon esprit sportif. Et du côté des résultats, dans le cadet Division 1, c'est l'école Cardinal-Leroy de Québec qui a remporté les grands honneurs. Et dans le juvénile Division 1, les Langues allemands se sont inclinés en finale face aux Panthères du Collège Veilleux. Merci, Alexandre. Ça fait plaisir. À la météo, Pierrick Pichette, ça pourrait devenir dangereux de s'aventurer à l'extérieur dans les prochains jours.
C'est le moins qu'on puisse dire, Jérôme, puisqu'Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême plus tôt aujourd'hui, et ce pour toute la région du Saguenay. Ce sont des températures ressenties allant de moins 38 à moins 42 qui attendent la région la nuit prochaine. C'est donc dire qu'à partir de maintenant, les mercures qui chuteront peu à peu pour atteindre une moyenne de moins 21 degrés Celsius en soirée, moins 32 avec le facteur éolien. À 1 degré près, la situation sera la même pour le lac Saint-Jean qui devra lui aussi faire face à cette vague de froid extrême. Tout ça se déroulera sous un ciel variable pour le Saguenay ainsi que le lac Saint-Jean. Pour ce qui est de la journée de demain, les temps qui seront un peu plus cléments, mais qui devraient tout de même compliquer la donne de ceux qui ont des activités prévues à l'extérieur. On prévoit moins 19 degrés au thermomètre pour le Saguenay ainsi que le lac Saint-Jean sous un ciel variable. Avec le refroidissement éolien, ça nous pousse à une température ressentie de moins 29. Ce sont donc des temps glaciaux qui attendent la région au cours des prochaines heures, mais ça ne sert à rien de s'inquiéter outre mesure puisque le sourire nous reviendra bien vite avec un week-end tout en chaleur. Merci Pierrick. C'est ce qui complète votre web journal du mercredi 19 février. Mesdames, Messieurs, au revoir.